Merci, monsieur Hayek. Donc, bonsoir à tous. Donc, Jean-Baptiste Martin, je suis interne en psychiatrie, donc actuellement affecté dans le service Dr Lefebvre. Donc, globalement, j'ai une double activité. Donc, j'exerce au sein du centre psychologique, donc rue d'Arras à Douai. Et j'ai également une activité donc, de liaison au sein du service de pédiatrie. Je travaille avec le docteur Mailleux et mes collègues qui se présentent. Donc moi je vais vous exposer quelques définitions et caractéristiques générales de la phobie scolaire. Alors pour reprendre un peu le concept de phobie scolaire, on va reprendre également l'historique. Donc la phobie scolaire est née avec l'obligation de scolarité qui date de la fin du XIXe siècle dans les pays occidentaux. Alors c'est un concept qui a d'abord été développé par Jung, psychanalyste, donc qui évoque pour la première fois donc, un refus névrotique, c'est le terme, un refus névrotique d'aller à l'école. Ensuite, c'est un concept qui va un peu évoluer, un peu se peaufiner avec Brodwin, qui isole une variante donc, de l'école buissonnière, où l'enfant, donc, par peur de ce qui pourrait arriver à sa mère, dans le cadre d'une angoisse de séparation, ne se rend plus à l'école. Voilà. Ensuite, donc, en 1941, Johnson, qui complète la première description de Brodwin, et donc qui différencie bien la phobie scolaire des écoliers des buissons. Alors, dès cette époque, comme l'a dit le docteur Mailleux, la phobie scolaire ne se définit pas comme une entité clinique précise, mais plutôt comme un ensemble de symptômes qu'on peut regrouper dans différentes catégories diagnostiques. Il n'y a pas de définition consensuelle qui est reconnue actuellement, mais il y a quand même quelques définitions qui prédominent, notamment celle de Ajouriaguerra et de Berg. Donc Ajouriaguerra, en 1974, donne ces définitions. Donc ce sont des enfants qui, pour des raisons irrationnelles, refusent d'aller à l'école et résistent avec des réactions très vives de panique quand on essaie de les y forcer. La définition de Berg, donc, des enfants qui ont une très grande difficulté à être assidus à l'école, des sévères bouleversements affectifs et une absence donc, de troubles antisociaux. Les parents ont parfaitement connaissance à tout âge, mais on a quand même noté 2 pics de recrudescence. Donc il y a le pic à 5-6 ans, qui correspond à l'entrée au CP, et donc un deuxième pic à l'âge de 10-11 ans, qui correspond à l'entrée au collège. Voilà, donc il n'y avait pas de différence socio-économique au niveau des profils sociodémographiques. Donc le pronostic de la phobie scolaire, ce qu'il faut retenir, c'est que le pronostic dépend beaucoup donc, des troubles sous-jacents à la phobie scolaire, au refus scolaire. Donc plus l'absentéisme est important et moins bon est le pronostic. Ça c'est une règle qu'on a pu constater. Globalement, donc, le pronostic est plutôt favorable dans 2 tiers des cas. Donc au niveau des modes d'installation, pour revenir donc, aux tranches d'âge, donc le début plus précoce et souvent plus brutal, avec des manifestations somatiques qui sont fréquentes. Donc tout à l'heure, on a vu dans les cas que Mme Rapousseau nous a présenté, donc les douleurs abdominales, les maux de tête, vomissements, diarrhée, ça ce sont des symptômes qui reviennent très fréquemment. Parfois on observe l'aggravation d'une pathologie qui est préexistante, donc au refus scolaire, donc un diabète qui peut se déséquilibrer, ou alors des crises d'asthme qui sont de plus en plus fréquentes. Donc l'enfant se réfugie souvent à l'infirmerie du collège
enfin avant. Donc les parents viennent le rechercher volontiers, rapidement. Donc l'enfant, à cette période-là, vagabonde fréquemment de médecin en médecin. Les parents pensent souvent qu'il existe une pathologie organique, corporelle, sous-jacente, qui n'a pas encore été démasquée par les médecins. Donc le mode d'installation chez les adolescents, donc le deuxième pic, c'est un mode d'installation qui est plus progressif et souvent plus sournois. Donc on a un tableau donc, avec un adolescent qui se retire progressivement des activités de groupe, également des activités, donc pas seulement les activités scolaires, mais également les activités extrascolaires, donc qui sort de moins en moins. On observe également une dépendance aux parents qui s'accentue. Parallèlement au développement d'un autoritarisme qui peut aller, c'est vrai, jusqu'à la tyrannie. Là, le cas présenté par Nano Raposo tout à l'heure, également, le jeune François là, qui connaissait bien toutes les ficelles qui mènent à l'exclusion d'un établissement, nous le rappelle. Alors qu'au départ, on avait un enfant quand même qu'on pouvait qualifier quasiment de surdoué. Donc, donc au niveau des facteurs précipitants, donc, il peut exister donc, des événements d'apparence insignifiante au regard de la famille, qui sont sans commune mesure avec les conséquences qu'on observe à l'hôpital, donc un déménagement, un changement d'instituteur, ou le décès d'une personne à laquelle l'enfant n'était pas particulièrement attaché. Donc ça, on peut retrouver dans les semaines qui ont précédé l'instauration du tableau clinique. Donc, ce qui est important de bien discerner, c'est effectivement que ces facteurs sont des facteurs précipitants, ils ne sont pas la cause primaire du trouble. Alors, les caractéristiques générales du tableau de phobie scolaire. Donc, une fois installé, donc, le tableau clinique met un enfant ou un adolescent donc, qui tente de se rendre à l'école mais en vain, donc il prépare son cartable la veille et au dernier moment, donc avant de se rendre à l'école, ce n'est plus possible, malgré donc, les promesses faites aux parents. Ça peut aller jusqu'à la crise d'angoisse sur le perron de la maison. Donc dans la journée, comme je disais tout à l'heure, c'est un enfant qui s'isole, qui ne profite pas de ce temps libre à occuper par des activités de loisirs. C'est vraiment un enfant qui se replie sur lui-même et qui ne sort pas pendant les heures de cours. Donc ça, c'est une différence qui existe, qui est très importante avec les enfants faisant l'école buissonnière, puisque, comme le cas de François tout à l'heure, ce sont souvent des enfants qui ont investi leur scolarité de façon sérieuse, et les parents ont parfaitement connaissance de l'absentéisme scolaire. Alors, quels troubles psychologiques ou psychiatriques se cachent derrière une phobie scolaire? Donc, en général, c'est vrai qu'une phobie scolaire, c'est relativement simple à identifier au premier abord. Il est important donc, pour nous, pour les intervenants en santé mentale, d'identifier donc les troubles psychiatriques qui sont sous-jacents au refus scolaire. Donc ça nous permet effectivement de mieux comprendre les mécanismes, de pouvoir appréhender le pronostic et également d'établir
la prise en soin de ces jeunes enfants. Donc, le refus scolaire, et c'est important, ce n'est pas un diagnostic à part entière. Dans les différentes classifications reconnues. Donc, ce qui perpétue effectivement l'idée d'un concept rattaché à plusieurs types de problématiques. Ça, ce sera développé par mon collègue. Donc voilà, la phobie scolaire n'est pas associée à un seul et même diagnostic. Voilà, merci pour votre attention.